je m'étais fabriqué, parce que bon, évidemment, le dépendance fabrique des tonnes d'histoires très très claires, et je m'étais dit bon bah c'est super. Donc le mois où je suis à Paris, en fait, je peux me la coller énorme. Donc là, j'avais étudié ma journée en 4 siestes en fait, hein, comme ça, je pouvais boire, dormir, reboire, dormir, etc. Mais c'était vraiment, il y a plus que ça qui importait pour moi. Je travaillais quand même, hein, et je crois que beaucoup de gens ne s'en sont pas rendus compte. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. On croit parfois que l'addiction est une erreur de parcours, un bug dans la partition, mais c'est aussi un langage, une grammaire intime de ceux qui ont appris très tôt à vivre à côté d'eux-mêmes. Elle s'écrit en excès, en silence, en mensonge poli, elle se cache dans les coulisses quand le rideau est tombé et qu'il ne reste plus que soi. Notre invité aurait pu continuer comme ça longtemps. Faire comme si tout allait bien, faire comme si tout court, comme si les tournées remplissaient des salles alors que les cachets vidaient sa vie, comme si manager les autres suffisait à tenir debout quand sa propre existence lui échappait, comme si la vitesse c'était de la puissance, comme si le bruit couvrait le vide, comme si courir plus fort pouvait empêcher de tomber. Mais un jour, faire semblant ne suffit plus. Un jour, ça craque, le corps lâche, l'amour aussi. Alors il faut s'arrêter et dire enfin la vérité, au moins à soi. Depuis, il avance autrement, plus lentement, plus sobrement. Il redécouvre ses enfants, les autres, et redessine sa vie dans un groove plus doux, parfois sobre, mais totalement clean. On croit tout savoir sur Sébastien Farran, le manager rock'n'roll à cheval entre deux mondes, le hip-hop des années 90 et la mythologie de Johnny Hallyday, un mec de l'ombre passé dans la lumière à force d'éclairer les autres. Ce qu'on sait moins, c'est ce qu'il a traversé seul. Parce qu'avant d'être Terror Seb, il a surtout été son propre tyran. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler non pas du manager, mais de l'homme, pas pour parler de NTM ou de Johnny, mais de toi. Alors bonjour, Sébastien Farran, et merci d'être là. Bonjour, merci. Vas-y donc. C'est impossible de résumer tout Non, ce que mais je tu as suis fait. arrivé tout confiant, tout tranquille, puis là, tu m'as cassé les genoux. Mais... Pourquoi ? Parce que c'est tellement joli ce que tu as écrit, c'est tellement beau. Non, franchement, c'est super. On a parlé 2 minutes au téléphone et d'arriver à déjà résumer comme ça, c'est super. Wow. Merci en tout cas, C'est ça me moi. touche beaucoup. Oh, ça me remet en confiance pour cette rentrée, dis donc, c'est pas facile de reprendre. Pour commencer, on pose cette question-là. En plus, je sais que tu écoutes le podcast, Ouais. donc je suis hyper fière. Qu'est-ce que le mot addiction évoque aujourd'hui pour toi ? Oui, j'écoute le podcast, du coup je savais que tu allais me poser cette question, du coup j'ai travaillé avant, ça fait 15 jours que je me dis qu'est-ce que je vais répondre à qu'est-ce que c'est que l'addiction. En fait, je crois que je peux faire une réponse aujourd'hui qui est susceptible d'évoluer parce que comme tout le monde, j'évolue et j'ai une analyse, je pense, aujourd'hui par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai vécu donc. Et je crois que moi, quand j'entends addiction, qui est un mot quand même qu'on entend très très souvent aujourd'hui, hein, je vois des barreaux moi tout de suite. Donc je les vois, je peux pas mentir en fait. Je vois des barreaux. Donc moi, c'est vraiment la perte de choix en fait. C'est vraiment ça. C'est ce que ça a représenté pour moi. C'est ce que je vois aujourd'hui quand j'y réfléchis. Et ça a été l'addiction, c'est le moment où en réalité j'ai plus de libre arbitre. C'est-à-dire en fait, moi c'est lié au produit hein, essentiellement, peu importe lequel d'ailleurs, mais c'est vraiment qu'en fait c'est lui que je suis quoi. C'est pas autre chose en fait. C'est à partir du moment où il entre dans mon existence, tout ce que je fais à côté et comme tu l'as si gentiment dit, j'ai fait beaucoup de choses. C'est toujours pour me sauver en fait. Mais il y a ce produit et ce produit ça a été très très important. Moi j'ai pas un souvenir très heureux en fait de ma relation avec ce produit pourtant avec qui j'ai couché de nombreuses fois comme on pourrait dire tu vois mais aujourd'hui oui c'est ça c'est la perte de choix en fait. Je pouvais plus faire que ça. Ça a été ma façon de fonctionner pendant 40 ans en me sauvant de toute la journée en allant dans toutes les directions possibles pour ne pas sombrer dedans, mais en même temps j'étais dans une prison quoi, dans une prison quotidienne. Ok. Du Ouais. coup, en mode survie. Ouais. Et je me suis accepté comme un survivant toute ma vie. J'étais fier de moi comme un survivant. J'étais persuadé que c'était... Moi, en fait, ce que je
dis assez souvent quand j'en parle, je suis né dans la consommation, hein. J'avais beaucoup de consommateurs autour de moi dans ma famille. Le frère de ma mère est mort d'overdose quand j'avais 12 ans, quasiment chez nous. Enfin, moi, je crois même chez nous. Je crois que j'occulte, mais en fait, je crois même que c'était dans l'appart. Et il y avait mes parents, enfin, ma mère est dépendante, mon père est mort d'une maladie de dégénérescence cérébrale, mais on s'est toujours demandé s'il était alcoolique ou pas. Donc, quand on se le demande, en principe, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et en fait, quand j'ai démarré, bon, après, je vais pas raconter toute ma vie là-dessus, mais quand j'ai démarré, je pensais que c'était OK, parce que je pensais que ça n'existait. Enfin, en fait, on vivait pas autrement. Moi, chez moi, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de fêtes, beaucoup de dîners, beaucoup de choses comme ça, etc. Et moi, j'ai pas fait ça pour faire la fête. En fait, j'ai fait ça parce que je faisais comme les autres et je faisais l'opposé de ce qu'ils faisaient chez moi parce que l'ambiance n'était pas très cool pour moi, mais j'y suis allé en me disant, bon, de toute façon, c'est comme ça. Et en fait, j'ai toujours vécu en me disant, non, mais moi, je suis comme ça. J'ai une troisième jambe, quoi. C'est une galère, mais bon, voilà, ça m'empêche pas de faire du sport, ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas de ça m'empêche pas d'être amoureux, ça m'empêche pas de faire des enfants, ça m'empêche pas. Mais en fait, j'ai consommé pendant 38 ans en me disant, moi, c'est pas pareil. Vraiment, j'ai vécu différemment. J'ai une vie, de toute façon, extraordinaire. C'est pas un qualificatif, c'est plutôt une réalité. Elle est pas, j'ai pas une vie commune, quoi. Donc, déjà, je suis né aux États-Unis, je suis revenu à 6 mois parce que mes parents avaient divorcé. J'ai une vie très heureuse, hein. Moi, j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu beaucoup d'amour. Très peu d'explications, mais beaucoup d'amour. J'ai eu des manques comme 100% des enfants. Mais après, quand je me suis construit moi-même, en fait, j'ai, je me suis construit avec ça, quoi. Je me suis construit avec le produit. En fait, tu connaissais que ça de toute façon. Bah oui, j'ai jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on me pose des questions, ce côté festif là, quand on te dit toujours non, mais moi au début c'était pour être festif, mais moi ça n'a jamais été pour être festif. Moi, je faisais la fête, mais je consommais. C'était pas. Et en plus, j'ai moi très très vite, en réalité, eu une intention très ferme d'aller au bout à chaque fois. C'est-à-dire que dès que j'avais un produit, l'idée, c'était pas d'essayer d'égayer ma vie avec ce produit. En fait, c'était d'aller le plus loin possible avec le produit. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas été dans les trucs les plus dangereux ou les choses comme ça. Enfin bon, j'ai évidemment pris de ce qu'on appelle des drogues dures, mais là-dessus, j'ai une analyse peut-être un peu différente, mais j'ai pas, je me suis pas shooté parce que ça me faisait peur et parce que mon oncle est mort d'overdose. J'ai pas fumé de crack parce que ça me faisait peur aussi. Donc j'étais quand même dans un truc où trop orgueilleux pour vraiment aller là où on prend vraiment un risque. En fait, je tenais à moi, je tenais quand même à ce que mon image reste. Beaucoup d'orgueil, donc en même temps. Mais par contre, moi, fumer un joint pour rigoler avec mes potes, j'en ai rien à foutre. Moi, il faut que j'en fume 40, sinon ça m'intéresse pas. Et c'est un peu le discours. On en parlait tout à l'heure assez rapidement. On entend parler de différence entre les drogues douces et les drogues dures, entre le fait que « Oh, mais ça va si c'est un verre de vin de temps en temps. » Bien sûr que ça va, un verre de vin de temps en temps. Le problème, c'est de boire 14 bouteilles dans la journée. Donc, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est pas « Est-ce que ça va, un verre de vin de temps en temps ?» C'est qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais ouais, qu'est-ce qui fait que tu vas en boire 14 dans la journée? Moi, les enfants aujourd'hui, ouais, mais les joints, c'est OK. Mais les joints, c'est OK, il n'y a pas de problème. Sauf si tu commences par fumer un joint en te réveillant, en allant à l'école, que t'en fumes un autre à midi, que t'en fumes un autre en faisant tes devoirs parce que tu vas être moins stressé pour faire tes devoirs et que t'en fumes 4 après en écoutant de la musique. C'est tout. Moi, j'ai fumé 15 grammes de shit par jour à 14 ans. C'était une drogue dure. C'est pas une drogue douce, ça. Oui, en fait, on la rend dure, tout simplement. Sûr. Donc là-dessus, aujourd'hui, cette analyse générale qu'on nous donne et tout, elle est plus compliquée parce que, enfant, je savais pas du tout ce à quoi ça correspondait. J'étais dans une bande de potes qui faisaient comme moi. On était super, on était accros au backgammon. Hein. Il n'y avait pas de jeux vidéo encore vraiment à l'époque, donc nous, on jouait au backgammon. Mais on jouait 9 heures de suite au backgammon entre 10 heures du soir et 3 heures du matin en fumant, quoi. Et ça a duré un peu de temps. Et puis, en fait, évidemment, le principe du produit fait que tu vas chercher autre chose après, que tu as besoin de quelque chose de plus. Et puis, la vie est arrivée, la mode est arrivée. Il y a eu les extasies, il y a eu le Ibiza. Est-ce que ça allait avec la musique, déjà ? Moi, ça a toujours été lié à l'environnement musical plus que la musique en elle-même. Moi, j'adorais Bob Marley et le reggae, donc on fumait de l'herbe. Hein, mais en tout cas, moi, j'étais
j'aimais pas l'alcool. J'avais un truc avec l'alcool j'allais dire de rébellion, c'est pas de la rébellion, mais de dégoût en fait, parce Par qu'il y en rapport a, à ta maman? ouais, par rapport à toute ma famille, parce que c'était embarrassant tout le temps en fait. C'était embarrassant de voir les adultes pas réussir à mettre la clé dans la porte, et surtout moi j'avais un truc qui m'a resté toute la vie et que j'ai probablement été recherché à chaque fois, c'est j'ouvrais les yeux et je me demandais de quelle humeur allait être ma mère ce matin. Et ça a été en fait comme si de ce fait-là, j'ai eu besoin d'aller rechercher des problématiques comme ça autour de moi. Et j'ai travaillé avec des artistes qui étaient aussi comme ça, parce que les gens qui sont très, très malheureux, qui sont très ancrés dans la consommation et tout, en fait, bon, bah, ils gèrent pas leur réveil, hein. Le réveil d'un consommateur, c'est compliqué, hein. Quand c'est un consommateur quotidien, hein, faut se les taper, les restes Et de, comment on de... explique comment t'expliques, toi, que voilà, tu dis que tu as eu de l'amour, que tu as eu une enfance heureuse, quelque part, et à côté de ça, tu racontes tout ça. Est-ce qu'on est dépendant? Est-ce qu'on le devient? Est-ce que c'est dans tes gènes ou est-ce que tu as reproduit? D'après toi, quel est le déclencheur de tout ça? J'ai, moi, j'étais vide de quelque chose. Moi, je pense aujourd'hui, mais encore une fois, c'est susceptible d'évolution, hein. Moi, je suis clean depuis 2 ans. J'avais jamais été clean de Ah, ma mais vie. bravo. Bah, merci. Jamais été clean de ma vie, à part pendant une gastro ou pour faire rire, je dis, ou en garde à vue, quoi. Et encore. Mais j'ai pas été beaucoup en garde à vue non plus, hein. Mais en fait, je devais remplir quelque chose. Il y avait quelque chose qui allait pas. Je pense que ça a été un problème de discussion. On m'a pas parlé. Je pense que ma mère, pour la nommer, avec toute l'affection que j'ai pour elle, etc., etc., elle n'était pas en mesure, parce qu'elle souffrait elle-même tellement de parler de ça. Je le sais parce que je l'ai tellement reproduit qu'aujourd'hui, je peux pas dire autre chose, mais il me manquait, j'ai pas eu d'explication. J'ai eu de l'amour parce que, bon, bah, j'ai eu de l'amour, c'est évident. On s'est occupé de moi, j'ai eu des cadeaux. Mon père était très très absent, mais en même temps très très gentil, donc je peux pas. J'ai été au ski l'hiver, à la mer l'été. Enfin voilà, j'ai pas de comme j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont eu des vies et des enfances très difficiles au sens propre du Hmm. terme. Toujours été compliqué pour moi de me donner une espèce J'avais l'impression de me donner un espèce de genre en fait quand je disais ça, mais la réalité c'est que j'ai vécu ce que j'ai vécu et j'ai souffert ce que j'ai souffert. Et il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance, malheureusement, quoi. On est toujours en train de chercher la légitimité dans cette maladie. Et c'est vrai que les groupes, on va en parler après, aident à ça. C'est-à-dire qu'au début, on est là à se dire, parce que moi, comme toi, je fréquente des groupes de parole et je rencontre des vies qui, pour moi, sont à 1000 lieues de ce que j'ai vécu. Donc au début, il y a une espèce de méfiance à l'identification en se disant mais ouais, j'ai trop de chance, moi aucun rapport, je fais pas partie de ça. Et finalement, on se rend compte que ce vide, il peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et je sais pas si tu connais Melchior Capitolin, qui est un thérapeute assez connu dans les Pas du groupes, tout. qui a écrit un livre qui s'appelle Brise le silence. Et selon lui, le silence est un vide terrible à remplir, Ah autant que bah. le manque d'amour, quoi, le manque de mots, de qu'on ne t'ait pas parlé. Ouais, mais bien sûr, mais c'est évident. Moi, je l'ai reproduit, Mm. donc je sais pertinemment que j'ai 3 enfants que j'ai eu dans la consommation. Tu leur parlais pas, tu veux dire? Non, je leur parlais toute la journée. Parce que moi, je suis une grande gueule, je prends beaucoup de place. Je leur parlais toute la journée, mais je leur parlais pas. Non, c'est très possible. Mais tu parlais de NTM et de Joey, il me le disait tout le temps. Ça, il me disait, mais tu parles pas. Tu parles pas, tu sais pas. J'ai un frère avec qui que j'aime profondément et tout, qui est aussi dans ce milieu, etc., etc., qui a fait beaucoup de choses et tout. Mm. Je ne suis pas quelqu'un au départ. Est-ce que c'est la consommation qui a fait ça? Est-ce que c'est moi au départ? Mais je suis quelqu'un qui doit faire un effort pour engendrer une relation avec quelqu'un. Un lien. Ouais, ouais, je dois aller le chercher. Mais ce que je vis depuis 2 ans est fantastique à ce niveau-là, hein. Donc tu peux dire aujourd'hui que c'est la maladie du lien. Ah bah, c'est évidemment la maladie du lien, oui. Mm. Entre autres, c'est pas que la maladie du lien, Ouais, mais mais là, c'est. du coup, tu découvres depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu découvres, justement? Oh, mais je découvre je crois que je découvre les émotions. Ah oui. Je découvre les émotions. Moi, j'avais besoin d'émotions unilatérales, en fait. J'avais besoin d'énormes kiffs, à mes yeux, hein, ou d'énormes déceptions. Donc, en fait, tout était complètement exacerbé, alors que la réalité,
je vais faire une phrase toute faite et tout. Elle est dans la modération, en fait. Alors, évidemment, pour un mec qui était consommateur, dire que l'avenir est dans la modération, c'est un peu bidon. Mais c'est vrai, en réalité, je ne savais pas avoir des petites émotions. Melchior dit que l'addict est atteint de cette maladie qui est de voir la vie d'un niveau binaire. C'est-à-dire, voilà, c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de nuance. Voilà. Et la femme avec qui je partage ma vie, qui est un genre de puissance supérieure à mes côtés, très clairement. Elle me le dit depuis le début. Mais tu vois, quand t'as lu ce que t'as écrit au début, moi, je suis rempli de ces petites émotions et du coup, je suis surému en fait dès que j'entends des trucs comme ça parce que j'ai jamais eu ces trucs-là. Donc en fait, avant, j'avais l'impression d'être complètement désensibilisé, que rien ne me faisait rien. J'ai pas fait le deuil d'une personne. Mon père est mort. C'est tout juste si j'ai eu ressenti quelque chose, j'étais un soldat tout de suite, quoi. Quand Johnny est mort, je me suis levé, j'ai bossé pendant une semaine comme ça, et puis j'ai fini par commencer à ressentir quelque chose peut-être 2 ans après, quoi. J'étais vraiment devenu une espèce de robot, quoi. C'était vraiment, mais par contre, pour consommer, il n'y avait pas de problème. Et l'émotion, j'allais la chercher là-dedans. En réalité, c'était les seules choses que je connaissais. C'était la montée, la descente, la montée, la descente. Après, accompagné, parce qu'il faut pas oublier, on parle beaucoup de sensations et de sensibilité, mais c'est une maladie physique aussi. C'est une maladie qui engendre beaucoup de problématiques physiques. Faut le rappeler. Ça. Non, faut le rappeler toujours. On meurt de la consommation. C'est pas, on meurt de tout, mais on meurt de la consommation. Des suites, ouais. Oui, dans les groupes de parole, on entend souvent on meurt pas, on crève. Ouais. Mais oui, ce que je vis depuis 2 ans est monumental. Je pourrais ne vivre que de ça, d'ailleurs. C'est dommage qu'il faille payer un loyer, des impôts, etc., parce que franchement, je pourrais tout arrêter, faire que ça. C'est fou quand on va en parler après, parce que d'abord, on va quand même évoquer un petit peu toutes ces périodes de conso avant d'arriver il y a 2 ans. Donc, dans un groupe de parole, soudainement, qui a ouvert la lumière, on va dire, qui a allumé l'interrupteur. Il y a 2 ans, je crois que j'étais en train de creuser les derniers morceaux de sable de mon trou, pour l'image, et j'ai été, je crois, agir de manière assez embarrassante et déplacée dans un rendez-vous avec ma femme et après ma fille de 15 ans, qui avait donc 13 ans à l'époque, et ça a créé ce déclic. En fait, j'ai été le chercher, je crois, en y réfléchissant aujourd'hui, qui était le dernier truc où je me disais, ça, si t'es soi-disant le mec que tu représentes, que tu vends toute la journée, tu peux pas continuer. Là, c'est-à-dire, t'as eu quoi ? J'avais perdu totalement la maîtrise de toute ma vie, ça c'est évident, et je donnais le change, c'est-à-dire que je le cachais complètement, mais là j'avais perdu même la maîtrise physique, c'est-à-dire que j'étais une loque à 2h de l'après-midi, je faisais comme si, mais en fait j'y arrivais plus, je boitais, je bavais, enfin c'est le moment où... Déchéance. Ouais, violence aussi ? Pas vraiment. Non, parce que moi, encore une fois, moi, je suis plutôt moi, j'ai terminé dans l'alcool, uniquement. Ah ouais. En me racontant toutes les histoires et en me disant... Oui, tu m'as dit, genre, je cherchais le meilleur alcool, genre, je voulais boire du bon vin. Non, ça, c'est quand j'ai commencé, ça. Non, mais à la fin, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais arrêté les autres drogues et tout, etc. Donc, je me fabriquais des atteintes émotionnelles. Ah oui, il s'est passé ça. Alors, du coup, j'ai arrêté la coke parce qu'il s'est passé ça. Alors, c'était tellement fort que, du coup, je suis passé à autre chose. Puis, en fait, en discutant avec quelqu'un, il m'a dit... En fait, t'as surtout été boire parce que c'était plus simple et moins cher, non ? Bah oui, c'est pour ça. En fait, j'en avais plus rien à foutre d'aller au casino, m'acheter des bouteilles à 10h du mat. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on me voit pas et que je puisse aller dans l'autre après. Mais en fait, ça devient ça, c'est évident. Et à la finale, moi, je partageais ma vie entre New York et Paris parce que ma femme et ma fille vivaient à New York, donc je les rejoignais 1 mois sur 2. Donc je m'étais fabriqué, parce que bon, évidemment, le dépendance fabrique des tonnes d'histoires très très claires, et je m'étais dit c'est super, donc le mois où je suis à Paris, en fait je peux me la coller énorme. Donc là j'avais étudié ma journée en 4 siestes, en fait, comme ça je pouvais boire, dormir, reboire, dormir, etc. Mais c'était vraiment, il n'y a plus que ça qui importait pour moi. Je travaillais quand même, et je crois que beaucoup de gens ne s'en sont pas rendus compte, parce qu'en réalité, c'était il y a 3-4 ans. Donc, c'est les gens Les artistes que tu manageais, eux, ils ne voyaient pas, en fait, que mais bien sûr. Non, c'est-à-dire... Là, je bosse avec Benabar aujourd'hui, qui est un super mec, et qui est vraiment un artiste génial, et un ami, et qui est quelqu'un de fantastique. Il est
il ne s'est jamais rendu compte à quel point j'étais, en fait. Mais il voit pas la différence, parce que tu bossais avec lui avant d'avoir arrêté aussi. Ouais. Ah Il oui, n'a bien pas sûr, vu la ouais. différence? Ah si, surtout je lui ai dit, bon bah voilà, etc., etc. Et effectivement, il voit la différence au quotidien. Ouais. Mais je veux Mais dire, sur le moment, non. j'arrivais vraiment à donner le change. En fait, j'y arrivais, quoi. Je montais mais j'étais le plus grand combinard de la planète, quoi. C'est fou. Et du coup, j'avais ce mois à New York où là, j'étais là, bon bah là, comme je suis avec ma femme, je me calme et tout. Mais en fait, ça marchait pas du tout. Je descendais au café en bas. Il y a moins de vin et tout à New York, etc. Donc c'était des cocktails. Et du coup, c'est beaucoup plus fort que le vin. Mais en fait, j'avais besoin de la même quantité, etc. Donc en fait, au bout de 40 minutes, j'avais bu 14 dry martini. J'étais démonté dans le bar. Je me disais, bon, alors là, il faut que j'aille dormir. Comment je vais faire? Je remontais. Je disais faussement bonjour à ma femme et ma fille. Puis j'allais aux toilettes et je m'endormais aux toilettes pendant 10 minutes. Enfin, c'était... Non, les derniers mois qui sont en fait une accession au sauvetage, hein, parce que tu sais bien que tu peux pas... Enfin, tu vois, tu es en train de fabriquer le truc. On nous dit beaucoup que si on n'a pas touché le fond, c'est même difficile d'arrêter. Donc ceux qui n'ont moi, pas touché le fond, c'est impossible. Moi, j'aurais pas pu. C'est impossible. Il a fallu que j'aille... Tant que tu maîtrises... En fait, tant qu'il reste un micro-truc que tu maîtrises dans ta vie, tu penses que tu contrôles. Oh, c'est clair. Et puis, il y a eu voilà, ce fameux jour où là, en fait... J'ai vu ma femme dans la rue parce qu'on devait aller à un dîner ensemble. J'ai sifflé pour l'appeler parce que j'arrivais plus à faire autre chose. Elle s'est retournée en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et puis enfin j'étais une loque quoi. C'était vraiment. Et puis on a été à un dîner avec un copain à elle et son père qui était un peu réservé, etc. Moi je suis arrivé, j'ai demandé 2 bouteilles de vin que j'ai bu en 2 secondes. Je hurlais, je parlais mal au serveur. Enfin le mec relou quoi. Après ça paraît pas grand chose. C'était quand on me connaît et tout, c'était très important. Et je suis rentré. Je me suis pris le pied dans l'ascenseur en sortant de la porte, je suis tombé. Bon, enfin, vraiment, des trucs que moi, j'ai vu toute ma vie. Hein. Moi, enfant, j'ai vu des trucs comme ça non-stop. Hein, c'était même pas... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on me disait, non, mais t'inquiète pas, elle est malade. Et je disais, bon, elle est malade, elle est bourrée, quoi. Donc, j'y croyais pas. Et en même temps, on ne me disait qu'elle est malade. Elle est malade, quoi. Mais bon, enfin, voilà, une maladie, quand t'es enfant, ça se soigne. Et puis, en gros, on est en train de t'expliquer qu'elle ne fait rien de mal. Mais bon, en fait, c'est invivable. Donc, c'était marrant. Et à ce moment-là, donc il devait être 7 heures du soir, parce qu'à New York, on dîne très tôt. Donc, je suis allé me coucher parce que j'étais tenu debout. Et là, ma fille de 13 ans est arrivée un peu comme une furie et m'a regardé et m'a dit « Mais tu crois pas qu'il serait un peu temps que tu prennes tes responsabilités, non ?» Et là, j'ai eu un blackout immédiat. Je me suis endormi. Et puis, en me réveillant, je me suis dit « En fait, non, c'est plus possible. » Non, c'est absurde en fait. Je vais canner, je vais mourir en fait. Moi, je pensais à me suicider tous les matins. J'avais trop d'engagement, c'est pour ça que c'était trop compliqué pour moi entre les enfants, ma femme et tout. Et puis peur de la honte en fait. Je voulais pas qu'on dise que j'étais. Moi, j'ai toujours voulu qu'on dise que j'étais quelqu'un de bien. Ça a toujours été mon leitmotiv, même quand je fais des trucs pas bien du tout. Mais j'ai toujours ce besoin-là. Donc là, là, il y a eu le déclic, ce qu'on appelle le déclic à ce moment-là. Et il s'est passé encore 3 semaines et puis je suis allé dans un groupe de parole. Ouais. Que tu connaissais parce que ta mère, depuis ton enfance, tu savais déjà que ça existait. Je savais que c'était le truc que je voulais pas faire. Ouais. Ouais. Parce que ça marchait pas en fait aussi. Parce que je voulais pas faire ce que faisait ma mère et puis que j'étais trop en conflit avec elle sur ce genre de choses. On a une relation très compliquée depuis très très longtemps, je pense, parce que justement ces choses ne sont pas éclaircies et je lui en veux trop, quoi. Mais elle allait dans ces groupes, mais ouais. elle était pas abstinente. Enfin, elle pratiquait pas le programme entre guillemets. Elle a rechuté beaucoup. Ouais. Puis elle a rechuté des périodes. Elle a rechuté des longues périodes. C'est pas des rechutes, tu vois, c'est des rechutes. Mais aujourd'hui, je le voyais avec un œil vraiment sévère. Aujourd'hui, je le vois avec un œil. Je regarde cette souffrance en me disant, mais ça doit être quelque chose d'atroce en fait. Moi, j'ai évidemment peur de la rechute comme tout dépendant, mais c'est une bonne nouvelle quand on a peur de la rechute. Moi, j'ai pas eu peur de la rechute pendant longtemps, et ce qui m'a amené à rechuter. Et c'est intéressant de parler de ça, dans le sens où il faut que les gens sachent qu'il y a des rechutes qui sont très longues et continues, ouais. et d'autres comme moi qui sont sporadiques et puis éparpillées. C'est pas mieux, hein, mais je veux dire, en tout cas. Je sais pas. Moi non plus, parce que à la limite, moi, j'avais l'impression que je contrôlais en me disant que j'allais boire 1 fois par mois. Donc ça m'a pas aidé, en tout cas. Est-ce que ça s'appelle une rechute? C'est un écart pour moi, mais en tout cas, je ne suis jamais aussi heureuse que dans un temps d'abstinence très, 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 très long. Et j'espère aujourd'hui, vraiment, comme toi,
Aujourd'hui, j'ai très peur de la rechute. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. Mais c'est vrai que là, j'ai passé l'été, évidemment, qui est mon deuxième été Waouh. sobre. Mais vraiment, on entend souvent qu'on a l'âge de sa sobriété. Donc là, j'ai 2 ans, mais je me disais, à 2 ans, ça c'est très très jeune quand même, hein, c'est vraiment très très jeune. Ouais. Mais je marche, parce qu'à 2 ans, on marche. Donc effectivement, à 2 ans, ça veut dire que tu commences à prendre conscience de ce que tu vis maintenant dans ce nouvel état. Et j'étais dans des dîners le soir où je vois tous mes copains qui boivent, etc., qui sont est-ce que dépendants ou pas. Enfin, de toute façon, genre, je me pose plus la question, C'est je plus m'en à nous fous. de le dire. Ouais, exactement. Puis on sait que c'est à la personne de le dire, qu'il y a qu'elle qui le sait, et puis voilà. Mais surtout, je me dis, à un moment donné, j'ai une pointe de nostalgie, parce que je pense que le produit est un vrai poison maléfique, hein. Moi, je suis vraiment rentré dans quelque chose où je crois que c'est un poison avec beaucoup de pouvoir. C'est pas juste un truc, c'est mal si j'y vais. Non, c'est pas juste comme ça. Il va venir, Non, il va non, c'est un prendre, c'est démon. une pieuvre, c'est un démon, c'est vraiment quelque chose de. Il vient de chercher, quoi. Et donc là, qui me dit, ah ouais, mais tu vois, tu fais plus la fête. Et là, je me suis dit, c'est réfléchir. Et en fait, est apparu très vite, au bout de 6-7 minutes, mais moi, je fais pas la fête. Moi, si je prends un verre là, je ne fais pas la Oui, fête. soyons honnêtes, en Mais fait. oui. Bah oui, évidemment que je fais pas la Mais fête, je mais je fais l'ai pas jamais la fête. faite. Mais non, c'est pas ça ma fête à moi. Ouais. C'est pas ce truc-là. Même si j'ai dit, ce soir, je vais me faire une petite fête avant La d'appeler mon peur aussi dealer. d'être chiant par rapport à tes amis, ça, tu l'as ressenti? Franchement, je m'en fous. Moi, je vis ma sobriété aussi avec beaucoup d'égoïsme, parce que j'ai réalisé et accepté que j'étais très égoïste. Et je la vis avec beaucoup d'égoïsme. Je savoure tous les matins avec 95% de soucis, parce que bon, j'ai fait tellement de merde que c'est compliqué de régler tout en 2 ans, ça c'est sûr, en me disant, oh putain, quand même, ce matin-là, c'est quand même, je vis quand même quelque chose que je n'ai jamais vécu. Et ça, c'est incomparable. Voilà, ça justifie. Tout. Ouais. Et puis ça justifie de comprendre les 24 heures qui vont arriver quand je me réveille, quoi. Et d'accepter ce qui va se passer et de tenir si tant est que ça puisse être le nécessaire, quoi. Et en fait, tu m'as raconté, tu m'as dit, je pensais que j'étais Dieu à l'époque. C'est-à-dire, il y avait vraiment une déification profonde. Ça, on a ce truc-là Ça, quand j'étais on en haut d'une consomme. colline en Grèce. Ouais. Cet été, évidemment, il y avait une référence En mythologique, mais je pensais qu'on avait besoin de moi, ouais. Alors Je que pensais que j'étais incontournable. D'ailleurs, quand je donnais des conseils à des jeunes managers, parce que j'ai essayé de monter une agence pour développer le métier de manager, etc., qui était une très bonne initiative, mais complètement foirée parce que égotique. parce que j'étais pas capable. J'étais pas capable de bien m'entourer, parce que je peux pas parler aux gens, et puis aujourd'hui, je vais te répondre tout simplement parce que j'étais dans la conso. Pas fiable. Ouais, voilà, En fait, pour un manager, moi en tout cas, je le sais, je suis artiste, donc la relation que j'ai avec mes managers, elle est incroyable en général. C'est une fusion, c'est un couple. Et c'est vrai que c'est impossible d'envisager quelqu'un qui n'est pas fiable ou qui n'est pas disponible. Alors, toi, tu y es arrivé quand même, c'est oui, ça? oui. Non, mais j'ai eu beaucoup de réussite. Donc, je sais que j'ai été très fiable, etc. Après, un manager est un être humain et il n'a pas non plus besoin d'être fiable à 100% dans tous les domaines de la vie et de l'artiste Ouais, et de c'est la ça. sienne. Un manager, c'est dans le rap, quelqu'un qui te rapporte de l'argent, qui t'emmène qui t'emmène vers des nouvelles opportunités, qui te sécurise, qui te permet d'apprendre un métier, parce qu'il faut pas oublier, de manière générale, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là, c'est que les jeunes rappeurs, etc., ils viennent pas de la musique, hein, ils viennent d'univers différents, donc il faut quand même leur permettre d'accéder à ce métier d'une manière ou d'une autre, et donc dans toutes ces définitions-là, j'ai été très fiable. Je vais pas raconter de conneries. Avec Benabar, je suis très fiable depuis le début, même quand j'étais dans la conso. C'est un Est-ce que métier que tu je fais. consommais avec tes artistes? Bon, on a envie de penser à Oui, Joey Starr puisqu'il est venu il ici. m'a toujours protégé. C'est ça, hein? Ouais. Il voulait pas, en fait. Non.
Ça là-dessus, ça fait partie des trucs. Mais Joey, on a eu une relation qui dépassait. C'est Je veux ça. dire, ça a été le début de ma vie où j'étais pas professionnel. C'est le premier boulot que j'ai fait. Moi, j'ai toujours dit qu'on s'est rencontrés, on s'est pas quittés pendant 25 ans. Bon, on s'est quittés un peu sévèrement, mais on s'est pas quittés pendant 25 ans. C'était c'est la personne qui a le plus compté dans ma vie, après ma famille et mon ami d'enfance avec qui j'ai quasiment été élevé, qui s'appelle Antoine. Mais sinon, c'est la personne qui a été la plus importante pour moi pendant des années. Et il n'a jamais été, comment dire, par rapport à la conso, une mauvaise personne avec moi. Jamais. Initiateur. Alors, je pense que c'était aussi dans son propre intérêt. Hein. Il n'y a pas que... Il savait que tu allais partir. Bon, et puis il s'est peut-être dit, le mec, là, lui, il ne faut pas qu'il y aille trop fort parce que sinon, je vais le perdre, en fait. Tu vois, donc... Mais c'est la réalité. Je mentirais de dire autre chose, même si j'ai énormément de griefs à son égard et de ressentiments encore beaucoup, Encore etc. beaucoup, parce que le travail que tu fais aujourd'hui, dont on a parlé dans les groupes de parole, il va aussi, on le voit, moi je vois des séries aujourd'hui, des films, beaucoup, en tout cas, on comprend vraiment tout ce qu'on doit faire après avoir arrêté de consommer. C'est-à-dire que si on reste avec nos ressentiments, notre colère, si on rumine, si on en veut, par exemple, comme tu l'as bien dit avec ta maman, quelque part, aujourd'hui, tu vois ça avec les yeux de l'amour. Est-ce que, justement, tout ce qu'il y a eu avec Joey... Je pense que le dépendant, il est... Enfin, je parle pour moi, hein, mais il est incapable d'acceptation. Et ce que j'ai commencé à apprendre il y a 2 ans, c'est l'acceptation. Moi, ce que j'ai commencé à apprendre, ce qui m'était impossible, c'est que quelque chose n'aille pas dans le sens où je le voulais. Ah, ça m'était impossible. Ça voulait dire que soit je fermais la porte. Mais vu que tu te prenais pour Dieu, de toute façon. Mais c'est dans ce sens-là que je pense que je me prenais pour... voilà, à Dieu, rien n'est impossible. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Je devais avoir tout l'argent que je méritais à mes yeux. Et en même temps, je pensais que je méritais rien. Donc, c'est vraiment La fameuse vision binaire, c'est-à-dire c'est soit on est les meilleurs, soit on est les pires merdes, soit... C'est fou, hein. Il n'y a pas de juste milieu. C'est exactement ça. Et alors que franchement, parce que là j'ai entendu dans beaucoup de tes podcasts, puisqu'encore une fois je suis un auditeur fidèle, on entend beaucoup de « ouais mais dans l'addiction il y a quand même beaucoup de choses positives, etc. etc. » Bon, pas pour moi aujourd'hui, hein, très sincèrement, pour donner une réponse à ça, surtout à cause de la vision totalement binaire de ce principe-là. C'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où on rentre dans cette vision-là, c'est plus et moins, et c'est pas autre chose. Je sais pas où tu as vu qu'on parlait de positif. Moi, je pense que c'est un chemin que je trouve extrêmement positif, dans le sens où on n'a pas le choix que d'aller chercher des solutions qui deviennent pérennes, quoi. C'est-à-dire par rapport aux gens qui sont là à se dire « oh, je vais pas très bien, je vais essayer le MDR ». En fait, on est dans quelque chose de vital. C'est la mort, déjà la mort, la vraie, ou la mort spirituelle. Quand tu parlais tout à l'heure de l'alcool qui est un vrai poison, moi je le vois comme un poison spirituel. C'est-à-dire il anéantit complètement la possibilité d'être autre chose que cette matière-là qui nous fait tant souffrir en réalité, hein. Et j'ai l'impression que autour de moi, ceux qui s'en sortent le mieux et qui sont le plus heureux, ce sont ceux qui ont remplacé le produit par quelque chose, en tout cas d'immatériel. Alors, je ne peux pas dire spirituel. Bien sûr, bien sûr. Non, ce que je me suis probablement mal exprimé. Ce que j'entends, c'est si je n'avais pas eu l'addiction, j'aurais peut-être pas pu faire ça. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on le dit souvent, que parfois, le produit nous a sauvés un temps. C'était une solution à moi, je l'ai pensé 20 ans. Hein. Tu penses pas qu'il t'a servi à faire des choses? Non. Il t'a empêché? Non, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une réalité où, bon, est-ce que je vais vraiment perdre le temps à penser à tout ce que j'aurais pu faire si j'avais pas été... Ça sert à rien. Quel est l'intérêt? C'est pas la peine, quoi. Ça sert à rien. Et même savoir pourquoi on l'a fait aussi, ça, c'est fini. Hein. Et puis, j'ai un psy génial qui, à un moment donné, quand j'en étais à 7 mois de remords et de culpabilité, puisqu'en fait, c'est encore une manière de se prendre pour Dieu. Oh là là, mais moi qui dois faire tellement de bien à tout le monde, regarde où j'en suis, ce que j'ai fait, patati patata, et qui m'a dit, mais... Tu sais, c'est ton chemin, en fait. C'est un chemin. C'est le chemin que tu as parcouru.
Bon, bah voilà, après... Acceptation. Exactement. En tout cas, ça me fait tellement de bien à un moment donné ça s'appelle le lâcher prise et on entend ça tout le temps. Enfin, toi qui est une spécialiste de tout ce Du genre lâcher prise. en tout cas de tout ce genre de processus, quoi. Moi, je dis souvent, j'ai eu de la chance, la prise m'a lâché, en fait. C'est pas moi qui ai lâché prise. C'est vraiment ce truc-là de se dire, quand on dit on peut accepter les choses qu'on peut pas changer, ça commence par le passé. C'est un truc de fou. C'est le passé. On va dire par ordre décroissant, tu as le passé, tu as les autres, tu as les maladies, la maladie de la dépendance. Et puis tu as ton cerveau. Et ouais, ta biologie, tous tes gènes, ce qui est inné, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires. Du coup, moi, les causes, j'en ai plus rien à faire parce qu'elles sont infinies. Ouais. Infini, ça pourrait très bien venir de ton enfance, comme des mémoires de vie antérieure, comme de ta mère, comme de... Bon. Et puis, tu ne sauras pas si tu as raison. En fait, on ne le saura pas. Voilà, donc ça aussi, j'ai lâché prise sur tout ce que je ne saurais pas. C'est comme la religion. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. À partir du moment où je ne saurais jamais si c'est Jésus ou si c'est ça, je lâche l'affaire, ça m'intéresse, mais c'est tout. Bien sûr, et puis on peut t'expliquer, oui, mais tu as quand même fait des choses bien, etc. Mais c'est pas la question, j'ai fait des trucs super. Ouais. J'ai des enfants fantastiques, j'ai eu des histoires professionnelles incroyables, j'ai vraiment fait des trucs super. Ton chemin est fou quand même, c'est merveilleux. Bien sûr. Ton chemin sur Terre, et d'ailleurs, il commence là. Mais la réalité, c'est que le souvenir... Peut-être le premier, si je suis vraiment honnête, c'est le mal-être. C'est le mal-être. C'est malgré avoir rencontré ma femme et m'être dit c'est la femme de ma vie, à l'instant où je l'ai vue, j'étais dans le mal-être. J'étais tout le temps dans le mal-être. On en a parlé il y a une semaine ensemble, parce qu'elle me dit ah oui, mais quand même, quand on s'est rencontrés, je pensais que t'étais quand même ça. Ah, mais ça a déclenché un bonheur ultime chez moi. Mais j'étais dans un mal-être tel, et j'ai tout le temps été dans un mal-être. Et quand je parlais de remplir quelque chose au départ, etc., c'était quelque chose qui me permettait de mettre un cache sur ce mal-être, en fait. Après, pourquoi tu as le mal-être? Pourquoi je l'ai pas? Je reviens quand même sur l'addiction, c'est que ce mal-être qui est là depuis tout le temps, là où on veut dire que parfois le produit a sauvé, c'est peut-être que tu n'aurais pas survécu, tu te serais foutu en l'air plus tôt, quoi. Bon, tout ça, on s'en fout de toute façon. Moi, je veux savoir comment ça a changé. Donc, on a compris le moment de basculement. Donc, c'est le moment où c'est le miroir, en fait, de te voir déchéant et de voir l'image que tu renvoyais à ta fille. Et puis... ouais, ça, c'est le côté... film. Ouais, c'est l'anecdote, hein. Parce que très franchement, j'ai fait des trucs bien pires dans ma conso, mais celle-là, c'est d'ailleurs un peu bidon. C'est ça qu'on appelle un déclic, hein. Mais non, je crois qu'il y a une des définitions de la folie qui est de recommencer éternellement la même chose en attendant en attendant un déroulement différent, et en fait ça ne change pas, et j'ai reproduit. Moi, c'est souvent lié à mon monde, à ma vie professionnelle, parce que j'ai quand même fait beaucoup ça toute ma vie, mais j'arrêtais pas de recommencer des trucs et ça ne me satisfaisait pas. C'était constant là. Un groupe qui a du succès, machin, ça me levait. Je monte un festival à Biarritz, on commence avec 5000 personnes, ça finit avec 100 000. Ça me fait rien, et puis je persistais à mettre dedans, à faire des conneries à l'intérieur de ce truc-là pour qu'en fait ça ne se monte pas de manière la plus pragmatique qui soit, et ça a toujours été comme ça. Mais ma vie administrative et financière personnelle est un fiasco. Mais quand on se dit, mais le mec, il a fait tout ça, on voit dans l'état où je suis en termes de finances, etc. Mais c'est une aberration. On se dit, c'est pas possible. Plus sain. Moi, je crois qu'on est beaucoup. Mais alors ça, c'est aussi... s'il faut alléger les gens là-dessus, c'est pas facile. Hein, mais c'est vrai que j'ai gagné beaucoup d'argent. Non, mais comme moi, les addicts, ils veulent aller au bout. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent, je voulais aller au bout de cet argent aussi, quoi. Hein, donc, oui, et puis on a une espèce de facilité de la rébellion. On n'a pas la lucidité. Hein, aussi. On ne se dit pas, je vais me mettre à l'abri. On ne pense pas à ça. Non, voilà, cette lucidité-là, non. Par contre, la lucidité pour faire du fric, ça, je l'ai. Hein. Non, mais ça... Alors aujourd'hui, je ne l'ai plus. Aujourd'hui, je l'ai plus. Hein. Aujourd'hui, je l'ai plus. Aujourd'hui, je suis dans une interrogation de tout le temps. C'est pas une priorité peut-être aujourd'hui. Non, puis je crois que j'arrive plus à me valoriser au sens propre du terme. Hein. Mais c'est normal. Je pense que c'est un passage et puis ça reviendra, etc. Mais ça a été, oui, c'était en fait, dans cette logique que tu as très bien expliquée sur l'aspect binaire de la consommation, en fait, tu ne supportes pas d'être dans une situation qui est convenable. Et à partir de ce moment-là, tu es obligé de détruire absolument tout pour qu'il n'y ait pas de situation convenable. Alors, ça touche pas les autres,
Ça n'empêche pas la réussite, ça n'empêche pas. Mais par contre, il faut que ce soit le bordel. Il y a il y a un peu beaucoup de sabotage. Voilà, il faut que ce soit le bordel. Et j'ai jamais réussi à faire les choses autrement que ça. Ça pourrait être parfait et toi, tu fais en sorte que... Et j'ai continué à dire, mais c'est normal, quand t'es manager de Joey Star et de Johnny Hallyday, t'as les contrôles fiscaux. Non, t'as les contrôles fiscaux parce que t'as fait les trucs n'importe comment. C'est pas la peine Donc en fait, personnellement, j'ai vraiment été au bout Donc ça, mine de rien, ça s'accumule quand même. Donc tu consommes pour l'oublier, tu consommes pour tu te dis, ah non mais là, de toute façon, ouais, moi c'est trop, ouais, ma vie est trop compliquée, toujours dans ce truc d'être très important, etc. etc. Donc Vous pouvez pas comprendre. Donc là, voilà, moi je bois pas le matin, hein, mais bon, parce que le matin je dois travailler. Moi, en fait, la finalité, c'est que le matin, je me tordais de douleur dans mon lit et puis je pense que je voulais sauter par la fenêtre, quoi. C'était la fin, c'était ça. Mais j'ai continué, je faisais la théorie de l'élastique. Ah, tu ne bois qu'au moment où tu peux plus faire autrement. Donc évidemment, ça finissait par être 13h30. Hein, mais moi, je buvais pas au déjeuner. Je faisais tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment une obligation de donner le change tout le temps, de donner le change, etc., etc. Et puis une relation à l'image assez importante aussi, parce que pendant toute sa vie, c'est l'homme de l'ombre, c'est l'homme de l'ombre, et puis en fait, t'es quand même devant les spots, avec patati patata, puis j'avais envie d'être Comme devant avec les des spots tabloïds aussi. Au moment de la mort de Johnny. Ouais, il y en a, quand on racontait que j'étais avec Laetitia, Ouais. là, ouais, bien sûr, ça, c'était pas Ça a simple. dû être quelque chose. C'était un enfer. Enfin, un enfer, oui, c'était un enfer. Pour quelqu'un qui a envie d'être un mec bien, en plus. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup de choses pour qu'on puisse enfin dire que j'étais pas un mec bien. Hein. J'ai pas de problème là-dessus, je l'assume complètement. Hein. Mais oui, c'était dur. Ça a été, toutes ces choses-là ont été très difficiles. Mais en fait, ça faisait partie, encore une fois, le prime access au drame, en fait. Le drame, c'est normal. Au moins, je sais ce que c'est. Je peux nager dedans. C'est bon. Je suis dans le drame. Tout va bien. Le rien, par contre, je peux me jeter dans le vide. Le connu, Voilà, on préfère. Voilà, c'est là. Même le pire connu, on préfère au voilà. meilleur. Mais moi, j'ai été élevé dans des cris, là, ce que je racontais, parce que quand tu racontes que tu as peur de l'humeur de ta mère au réveil, en fait, la réalité, c'est que tu as peur de la mauvaise humeur. Donc, la bonne humeur, tu n'y crois pas. Et donc, c'est souvent la mauvaise humeur. Et c'était beaucoup de cris, beaucoup de colère. Donc, moi, j'étais très en colère. Je travaille encore là-dessus, d'ailleurs, parce que j'ai une tendance à être très, très en colère. Et ça, c'est des choses qui restent. C'est des choses que tu as besoin de calmer. C'est des choses qu'il faut anéantir, en fait. Et c'est... voilà. En même temps, maintenant, on apprend que il faut plus rien et que se battre contre l'ombre ne sert à rien. Il vaut mieux se porter vers la lumière. Disons que si tu nourris ta part de joie, de paix, je trouve que les choses, on va dire, se dissolvent aussi, parfois par miracle. Alors, de combattre la colère, en tout cas, pour l'avoir fait beaucoup, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où j'ai lâché T'as l'air la d'être quelqu'un très en colère aussi. Ouais, de ouf. Mais c'est-à-dire qu'avant, elle s'exprimait n'importe où, n'importe quand. Et aujourd'hui, il y a un espèce... En fait, je trouve qu'à partir du moment où tu dis flemme, et ben, en fait, où tu as la flemme d'être en colère, la flemme de boire, la flemme de tout, en fait, de tout ce qui te fait du mal, ben, en fait, c'est là la solution, j'ai l'impression. C'est quand soudainement, tu as la flemme de te mettre en colère comme tu as la flemme de boire le premier verre, le premier goutte de... moi, j'ai l'impression que c'est l'écoute qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais écouter... Je me le suis probablement pas dit, d'ailleurs, je me le suis dit après que j'ai commencé à le faire, mais je crois que le moment où tu penses que tu n'es plus le centre de la situation, en fait, et que tu rentres dans un processus d'écoute, et bon, bah ça, très clairement, d'où ça me vient aujourd'hui, ce qui me vient immédiatement en tête, c'est les groupes de parole, t'y vas, t'écoutes. Je sais pas, tu m'as dit que t'avais, la première phrase que tu as entendue t'avait totalement bouleversé. Est-ce que tu te rappelles de cette phrase ou est-ce que c'est juste la première réunion ? T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Évidemment que je me rappelle. Waouh. Ouais. Ouais, bah bien sûr. Et j'étais tout seul. Je suis allé à cette première réunion. Enfin voilà, vraiment j'ai eu très très souvent des visites, des pensées macabres, des pensées noires et patati patata, mais je pense que je n'aurais jamais eu le courage de me suicider. En toute honnêteté, je suis pas, j'ai pas la force de faire ça. Bon, tu le faisais à petit feu, quoi. Voilà. Par contre, j'aurais pu tomber malade, ça c'est évident. Et j'y courais, puisque d'ailleurs j'ai eu des problèmes de santé une fois que j'avais arrêté, etc. Donc je suis arrivé aux urgences au bord de l'infarctus 1 an après avoir arrêté
toute consommation. Donc bon, Ah ouais. très logiquement, ça devait... oui, cette première réunion dans ce groupe de parole a été... ouais, ça a été la première seconde de la première journée de ma nouvelle vie. Waouh. C'est... Juste en un mot, on te dit, tu n'es pas seul ouais. et c'est une seconde vie. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire tu as été seul jusque-là. Ouais. Ah oui, je pense, ouais. Seul, énormément d'apitoiement, énormément de tristesse, énormément de... Mais encore une fois, entouré d'énormément d'amour. Hein. J'ai une relation avec Nadège là, qui est un truc hors du commun, tellement c'est important, tellement le partage dans la douleur comme dans le bonheur a été quelque chose de fantastique. Comment elle te voit là aujourd'hui, depuis 2 ans? Je suis obligé de raconter cette anecdote parce que ça a été un petit périple. Moi, j'ai eu 2 ans d'abstinence lundi dernier, il y a une semaine. Hein. Bravo. Et évidemment, je suis entouré de beaucoup de gens aujourd'hui qui se rappellent, eux, la date et tout, et qui m'envoient plein de messages le lundi et tout. Donc moi, je suis un peu en exaltation. J'ai des moments de satisfaction dont je parlais justement. Là, je les éprouve et j'ai de l'émotion par rapport à ça et tout. Je dîne avec des potes à qui je dis ça, qui sont là, oh, incroyable et tout, même des mecs qui boivent et tout, mais qui sont là. Enfin voilà, il y a le jeu. C'est important parce qu'il y a une reconnaissance de la part des gens et c'est quelque chose de sincère. T'en as rien à foutre de dire bravo à quelqu'un si tu t'en fous en fait. Et là, je reçois bravo pour tes 2 ans, 3 petits points, merci. Message de Nadège. Donc je suis là. Donc je réponds la dureté des textos parfois, 3 petits points. Là, on rentre dans la compréhension du couple, dans sa plus grande généralité. Et puis en fait, en rentrant, je me dis, mais en fait, elle a tellement raison. Enfin, déjà, elle a 18 ans de souffrance d'avoir un mec comme ça, hein, clairement, quoi. Et en fait, celui qu'on applaudit depuis 2 ans, c'est moi. Donc c'est pas de la jalousie, c'est pas de la... ce qu'elle éprouve, je pense, hein, mais c'est juste, je pense qu'elle est tétanisée à l'idée que ça recommence, et que quand c'est juste 2 ans après les 18 ans qu'elle a vécu, bah je comprends que ce soit... Elle s'enflamme pas. Ouais, non mais clairement. Elle n'est pas dépendante alors. Et puis elle va pas surtout rentrer, même si elle s'enflamme pas, peut-être qu'elle s'enflamme, peut-être qu'elle est, mais elle va pas me le dire, elle va pas être dans un truc, c'est génial, t'as réussi, bravo, c'est terminé, c'est pas terminé. Elle le sait que c'est jamais derrière nous. C'est pas terminé. Ouais. Mais je lui dois tellement, c'est phénoménal, ouais, phénoménal. Mais c'est des rencontres incroyables. Bah, en fait, tu vis ta meilleure vie, là, on est d'accord. Est-ce qu'il y a de la spiritualité? Je pose souvent ces questions-là parce que je sais qu'il faut bien remplacer le produit par quelque chose. Je pense que j'y viens. Moi, je suis évidemment quand j'ai démarré tout ça, moi j'ai jamais vraiment eu d'éducation religieuse, etc. Et pour moi, spiritualité veut dire religion et tout, donc je suis complètement à l'ouest de tout ça. J'entends des termes, gratitude, etc. Moi, je crois que c'est des pages de la Bible. Je dis que j'y connais rien. J'ai pas de. Mes parents étaient hippies, hein, donc enfin hippie chic, mais hippie quoi. Et en fait, je suis prêt à prendre tout ce qui me fait du bien. J'ai aucun problème là-dessus. Ça m'aide. La spiritualité m'aide à accepter de savoir que je ne vais pas tout gérer, que je ne vais pas tout régler. Surtout que mon cerveau est malade et que j'ai une capacité à faire des schémas qui sont inexistants dans ma tête. Je me suis raconté 250 manières différentes de ce qui allait se passer ce matin. Il n'y en a aucune qui est la réalité de ce qui s'est passé. C'est mon cerveau, il est comme ça. Donc je ne peux pas me faire confiance. C'est des mauvais termes pour dire ça, mais j'ai besoin de quelque chose d'au-dessus. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis qu'un tout petit truc au milieu d'un grand tout, quoi. Donc c'est ça, voilà. ta spiritualité, voilà. C'est ça, c'est de se dire je ne suis pas Dieu déjà. Voilà. C'est pas mal. Et la deuxième depuis un mois pour la matérialisation de ça c'est ma puissance supérieure. Mais pour la matérialisation de ça, j'ai commencé franchement parce que j'étais en haut d'une colline ensoleillée en Grèce, hein, la méditation et avec une appli.
Voilà, en me disant vraiment, parce que alors je suis quand même le mec le plus moqueur qui soit et tout, en me disant, je me suis foutu de la gueule de tellement de gens qui faisaient du yoga, des potes qui se sont mis à faire du yoga et tout. Je dis non, mais voilà, etc., etc. Et en fait, là, je fais 10 minutes de méditation tous les jours depuis un mois, donc, et ça me fait du bien. Donc en fait, je m'en fous, ça me fait du bien. Et effectivement, ça te permet de flotter d'avoir des moments de flottement qui, à mon sens, me donne un accès à effectivement ce qu'on peut appeler la spiritualité. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus cet ego constant qui prend la parole et qui prend la place. Tout d'un coup, je flotte, quoi. Et ça... En fait, tu sors de ta tête déjà. Ouais, non, mais ça, Et il n'y a pas plus difficile que d'être dans la tête d'un addict. Donc, ça fait du bien d'en sortir un peu. Dans la tête d'un addict, je sais pas, dans la mienne, c'est un enfer. Ouais. Qui doit probablement pas être mon mec, très loin. il me dit toujours, qu'est-ce que j'aimerais pas être dans ton cerveau. Ouais. En fait, En fait, il y a beaucoup de moments où je me suis demandé, peut-être que tout le monde est pareil, et petit à petit, j'ai compris, grâce au groupe aussi, qu'on était pareil dans les groupes, mais avec d'autres personnes avec qui je parlais, ma sœur qui est totalement normale, entre guillemets, j'appelle ça les moldus, hein. T'es là, tu dis, non, mais ça n'a rien à voir, ça ne fonctionne pas de la même façon. Tout à l'heure, tu parlais de, est-ce qu'il y a des gènes? Et là, tu viens de dire, ma sœur est complètement normale. C'est pas les gènes, non, je pense que c'est vraiment autre chose, rien à voir. Pour terminer, moi, je voudrais savoir... Vu qu'il y avait Terror Seb, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, est-ce que tu aurais un autre surnom à te donner? Qu'est-ce qui reste du rock'n'roll? Est-ce que le rock'n'roll est mort? Est-ce qu'on s'en fout qu'il soit mort? Alors, dans l'histoire du rock'n'roll, c'est quand même encore ma passion, le côté foutre le bordel toute sa vie et puis devenir le mec le plus clean de la planète à la fin, il y en a un paquet quand même. Hein. Ouais, c'est pas, franchement, les autres sont morts. Hein. D'ailleurs, on connaît l'histoire, mais à non. part Keith Richards quand même, qui lui continue. Ouais. Non. Alors, en bon consommateur, et tu me rejoindras là-dessus, je crois ils ont eu un privilège de produit qu'on ne connaîtra jamais. Voilà, voilà, j'irai pas plus loin là-dessus. Il avait de la bonne cam. Voilà, franchement, quand tu prends les choses qui ont été testées 14 fois et que tu sais qu'il y a aucun problème, voilà. Ou alors que tu te fais vider le sang une fois par mois. Ouais, bon, ça c'est des mythes. Mais le métier de la musique et le marché de la musique dans le monde est complètement différent de ce que c'était avant, donc je serai jamais la même personne, ça c'est certain. Et c'est pas, ça vient pas de mon fait, mais c'est aujourd'hui la musique n'est plus le hobby numéro 1 des gens, donc ça de toute façon il faut l'accepter, et puis il faut continuer là-dedans si on a envie ou pas, c'est autre chose. Moi je vois comment dire, mon instabilité dans le bonheur émotionnel que je peux... Alors, le bonheur, je ne suis pas non plus en attente de la béatitude, hein, je m'en fous complètement, mais je trouve plus de joie et plus de satisfaction dans le regard de mes enfants, dans une vraie discussion comme celle qu'on vient d'avoir là, dans des choses que je peux ancrer dans le réel, en fait. Pas dans des choses que je me suis dit raconter. Voilà, en fait, c'est ça. Je crois que... Et après, je pense que là-dessus, c'est hyper rock'n'roll. D'ailleurs, après... En fait, la réalité est rock'n'roll. Ouais, bien sûr. C'est la vie, en fait. Bien sûr. Je crois qu'on a été chercher le rock'n'roll alors qu'il est dans la vie. Ouais. Merci. Merci à toi, c'est super. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.